Le roi Charles III se préparait à recevoir un message difficile de son fils cadet. Mais il ne s'attendait pas à voir le titre du prince William sur un faux ordre royal. En quelques minutes, un contrôle de sécurité de routine au château de Windsor se transforma en crise constitutionnelle. Le prince Harry attendait devant une entrée strictement réglementée. Il exigeait un accès immédiat à une réunion stratégique privée. L'autorisation qu'il remit aux gardes semblait provenir directement du futur roi. Charles ressentit une soudaine vague de colère, avant même que quiconque ne prenne la parole. Le sommet de Windsor visait à répartir clairement les futures responsabilités royales. Il était censé protéger la monarchie de toute confusion administrative durant cette période délicate. Le titre de prince de Galles appartient exclusivement à l'héritier direct du trône. L'utiliser même sur instruction laisse croire au personnel du palais que le futur roi l'a approuvé. Harry n'avait reçu aucune invitation à cette réunion confidentielle. Chaque visite royale envisagée exigeait une confirmation stricte de la sécurité et du personnel de la maison royale. Le roi lut l'autorisation imprimée, posée sur son lourd bureau en chêne. Il y était clairement indiqué que Harry entrait au nom du prince de Galles. William n'avait rien signé, n'avait envoyé aucun message et ignorait tout de la présence de Harry. Charles serra la table et exigea de savoir qui avait autorisé le document. Personne ne répondit, car Harry était arrivé muni d'une autorisation usurpée. Derrière les lourdes grilles de fer, Harry refusa catégoriquement de reculer. Il déclara aux gardes armés que sa famille ne pouvait pas l'exclure indéfiniment. Il insista sur le fait que la position influente de William devait le protéger au lieu de l'empêcher d'entrer. L'officier resta inflexible, tenu par les strictes lois de la couronne. La voix du jeune prince se durcit tandis qu'il tentait d'engager la conversation. À l'intérieur du château, son père y voyait un défi direct à la monarchie. William entra dans la pièce quelques instants plus tard et examina en silence l'ordre imprimé. Le futur roi reconnut immédiatement la formulation employée dans le document falsifié. Les mots étaient tirés d'une ancienne communication interne hautement confidentielle. Il s'agissait d'un vestige d'une tentative passée d'organiser un contact entre les frères. Quelqu'un avait copié ce texte à l'identique pour donner à l'autorisation une apparence parfaitement authentique. Son expression passa rapidement de la plus grande confusion à une incrédulité glaciale. Une promesse privée avait été instrumentalisée, était transformée en ordre officiel à son insu. Charles ordonna immédiatement que les portes de Windsor restent verrouillées. Il chargea ses responsables de la sécurité de retracer chaque message lié au document. Il exigeait une clarté absolue avant d'autoriser Harry à parler à qui que ce soit à l'intérieur. La première découverte rendit la crise profondément douloureuse pour tous. Harry s'était fié à une promesse conditionnelle faite des mois auparavant. William était fermement convaincu que cette promesse avait déjà été définitivement retirée. Alors que Charles exigeait des réponses immédiates, l'incident cessa d'être une simple question de sécurité. Il se transforma en une guerre psychologique pour savoir lequel des deux frères avait été trahi en premier. Derrière la fureur se cachaient 3 hommes portant 3 blessures très différentes et non cicatrisées. Charles voyait une fracture familiale dégénérer en un grave danger constitutionnel. William, quant à lui, voyait son autorité souveraine bafouée et manipulée sans son consentement explicite.
Harry vit une porte se refermer brutalement devant lui dans un geste désespéré. Aucun d'eux ne se croyait l'agresseur. Pourtant, un seul titre constitutionnel avait été instrumentalisé à ses portes. Un seul homme allait devoir décider si les liens du sang justifiaient encore une protection institutionnelle. Charles avait passé des années à se déchirer pour dissocier son identité de père de celle de monarque. Chaque appel d'Harry ravivait ce conflit violent entre ces deux identités. Cette fois, les enjeux étaient tout autres et bien plus dangereux. Le titre de prince de Galles lui conférait un accès privilégié et lui permettait de prendre des décisions opérationnelles royales. William, isolé dans la pièce, tenait devant lui la copie de l'autorisation. Il examinait chaque phrase, cherchant désespérément une explication innocente, voire naïve. Mais la rédaction était bien trop précise et bureaucratique pour être un hasard. Harry savait exactement quelles expressions permettraient de contourner aisément les protocoles de sécurité habituels. Le futur roi retourna lentement le morceau de papier, face cachée sur le bureau. Son frère ne lui avait pas simplement demandé un coup de pouce ou une faveur personnelle. Il avait usurpé l'autorité même que William avait mis toute sa vie à maîtriser. Harry attendit dans une salle de réception sécurisée, après que des officiers l'eurent fait évacuer des grilles. La colère le maintenait debout, mais le choc de l'échec commençait à l'envahir. Il déclara à un officier qu'il n'avait volé aucun pouvoir. Il insista sur le fait qu'il ne faisait qu'obéir à une promesse faite personnellement par William. L'officier ne réagit pas, laissant le jeune prince seul. À l'intérieur du château, Charles reçut les fragments numériques de ses anciens messages. Ces messages archivés n'autorisaient explicitement pas Harry à entrer physiquement à Windsor. Pourtant, une fois assemblés, ils créèrent de l'illusion que William attendait son arrivée. Un échange familial privé avait été savamment transformé en une arme bureaucratique. William a finalement confié la douloureuse histoire à son père dans un salon privé. Des mois auparavant, il avait proposé à Harry une conversation strictement confidentielle à Windsor. Cependant, cette offre exceptionnelle était assortie de conditions absolues et non négociables. La discussion devait rester secrète et ne faire l'objet d'aucun communiqué de presse ni d'aucun récit public. L'invitation a été annulée lorsque des détails d'un échange séparé ont fuité dans les médias. Charles a alors demandé à William si les affirmations de Harry étaient défendables. William examina l'autorisation falsifiée et croisa le regard de son père. Il répondit que l'usage de son titre royal était totalement injustifiable. Cette simple phrase régla la question opérationnelle, mais rouvrit une vieille blessure. Charles ordonna que son fils cadet soit immédiatement conduit à l'intérieur du château. Il n'y fut pas amené en tant que prince reprenant sa place légitime, mais en tant que subordonné tenu de s'expliquer sur une grave faille de sécurité. Lorsque Harry franchit le seuil de l'antichambre, l'atmosphère était glaciale. Nul ne l'accueillit chaleureusement. Nul ne vint adoucir son geste. Charles, immobile derrière une lourde table, demeurait près de la fenêtre. Le document litigieux trônait au centre de la table telle une pièce à conviction. Harry avait exigé avec force de pouvoir retourner dans le sanctuaire. Au lieu de cela, il se retrouva face à un père dont le chagrin avait mué en colère. Harry n'avait été autorisé à entrer qu'après avoir remis son téléphone portable. Il avait également dû accepter que cette rencontre ne lui garantissait aucun accès ultérieur. Charles avait délibérément choisi une petite pièce pour contraindre son fils à répondre en tant que membre de la famille. Il souhaitait régler l'affaire avant que la situation ne dégénère en procédure disciplinaire.
Le roi examina le document et exigea de savoir qui avait approuvé le faux. Harry ne nia pas directement les faits devant son père furieux. Il affirma que le prince de Galles lui avait promis un passage privé. Il prétendit qu'il n'avait fait que franchir une porte déjà ouverte. Charles frappa la lourde table en bois de la paume de sa main. Le claquement sec fit taire la pièce et mit fin instantanément à toute tentative d'excuse. Le roi déclara qu'une invitation amicale ne saurait se transformer en ordre. Harry, abasourdi par cette explosion soudaine, resta muet. La fureur du roi puisait sa source dans un sentiment bien plus profond qu'une simple violation de règlements administratifs. Il assistait à l'instrumentalisation cynique de l'amour privé à des fins politiques. Laisser passer une telle transgression compromettrait gravement tous les décrets futurs pris au nom de William. Ce dernier se détourna enfin de la fenêtre et laissa libre cours à sa propre colère contenue. Il accusa Harry d'avoir perverti un rare moment de compassion. Le futur roi lui rappela que l'invitation désormais caduque comportait des limites strictes. Harry rétorqua que la compassion sans action concrète n'était qu'un rejet cruel. Il accula William à donner de faux espoirs et à se retrancher derrière l'institution. Acculé, Harry finit par révéler les rouages de sa supercherie. Il avoua qu'un ancien intermédiaire l'avait aidé à reconstituer la mise en page du document. Cet intermédiaire connaissait parfaitement la structure et la présentation des messages royaux. Ils avaient parié que les gardes du portail obéiraient sans broncher au titre imprimé. Charles exigea aussitôt la véritable identité de l'intermédiaire malhonnête. Harry refusa, arguant que cela romprait son dernier lien de confiance au sein de l'institution. Le roi retira lentement ses lunettes et les posa près du document falsifié. Il avertit son plus jeune fils que tout silence persistant serait officiellement consigné. Cela serait considéré comme un choix actif de plus contre la survie de la famille. Le regard de William se porta sur un code alphanumérique précis au bas de la page. Il s'agissait d'un numéro de référence directement lié à un compte inactif du bureau royal. Ce système serveur archaïque aurait dû être désactivé définitivement depuis des années. Les aveux de Harry ont révélé la trahison émotionnelle, mais surtout une faille institutionnelle. L'infiltration avait pénétré bien plus profondément dans le système royal qu'un simple document imprimé. Harry était peut-être en possession du document, mais il ne contrôlait pas l'institution qui se cachait derrière. Charles était confronté à un diagnostic terrifiant pour préserver la couronne. Il devait déterminer si un élément incontrôlé avait intentionnellement ouvert d'un canal subversif. La réponse déterminerait si cela constituait une atteinte à la sécurité de l'État, justifiant des poursuites. Si Charles détenait l'autorité suprême, William conservait un contrôle absolu sur son propre bureau. La sécurité royale exige bien plus qu'une simple présence physique à l'entrée. Le personnel doit recouper les informations confidentielles et vérifier les contacts internes avant d'ouvrir les portes. Cette mesure de protection inflexible fut la seule chose qui empêcha Harry de passer à l'acte. William ressentit profondément et viscéralement la violation institutionnelle. Il déclara que le pardon privé serait vain si sa fonction pouvait être usurpée. Le futur roi protégeait la chaîne de commandement essentielle, utilisée lors des situations d'urgence nationale. Sans hésiter, Charles ordonna une fouille informatique interne exhaustive et impitoyable. Il savait que cette enquête exposerait probablement d'anciens employés fidèles et des sympathies enfouies. Elle détruirait également les fragiles canaux de communication officieux qu'il avait secrètement préservés pour Harry. Ces canaux de communication secrets, patiemment mis en place par amour paternel,
menaçant désormais de révéler au grand jour la faiblesse administrative d'un monarque. Assis près de son secrétaire particulier principal, Charles observa l'écran sécurisé s'illuminer. Lorsque le nom de Harry apparut dans une chaîne de contacts archivée, Charles ferma les yeux. Le numéro de référence correspondait à un serveur obsolète utilisé lors d'une refonte du système. Une vérification rapide révéla qu'un prestataire indélicat avait récemment communiqué avec l'intermédiaire de Harry. Ils ont discuté ouvertement du format et débattu du titre royal, qui susciterait la réaction la plus rapide. Le roi Charles a pris sa décision avec la froide précision exigée d'un souverain. Il a signé une directive contraignante ordonnant la désactivation totale de tous les comptes inactifs. Il a également imposé la suspension absolue de tous les canaux de communication informels liés à Harry. Harry était arrivé à Windsor en s'attendant à une punition et à la colère légendaire de son père. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était que son père anéantisse leur dernier moyen de communication secret. Laissant les systèmes Puck numériques furent définitivement scellés en quelques minutes. La conséquence la plus dévastatrice se lisait sur le visage anéanti d'Harry. Il réalisa soudain que le dernier passage clandestin vers son père était muré. Chaque minute qui passait dans l'antichambre coupait un peu plus le lien qui l'unissait à Harry. Ses contacts informels furent suspendus et sa demande d'accès officiellement rejetée. Puis vint le coup de grâce porté par l'équipe de sécurité royale. Il fut informé qu'il quitterait les lieux immédiatement par la même entrée sécurisée. Il serait placé sous haute escorte policière et aucune rencontre privée ne serait prévue. Rien ne garantissait que le roi accepterait ou prendrait en considération un autre appel. Cette tentative désespérée de forcer son retour avait produit l'effet inverse. Les équipes de sécurité de tous les domaines royaux reçurent des instructions opérationnelles actualisées et formelles. Elles devaient rejeter systématiquement toute demande d'accès futur fondée sur des titres héréditaires. Le bureau de Williams a diffusé une note interne confidentielle à l'ensemble du personnel autorisé. Nul n'était autorisé à invoquer l'autorité du prince sans confirmation numérique cryptée. Harry a encaissé le verdict final dans un silence total et dévastateur. Il avait traversé l'océan porteur d'un appel personnel, mais la rencontre avait été interrompue. La colère qui l'animait s'est effacée de son visage, laissant place à une incrédulité abyssale. D'une voix muette, il a demandé à Charles 10 minutes en privé. Le roi refusa, déclarant qu'aucune conversation privée n'était possible. Harry protégeait toujours activement l'intermédiaire qui avait compromis le futur roi. Tremblant, il glissa la main dans sa veste et en sortit une lettre manuscrite pliée. Il la tint suspendue en l'air pendant de longues secondes interminables. Ne trouvant aucune faille dans l'armure de son père, il abaissa lentement la main. La voix tremblante, il demanda à son père s'il comptait la lire un jour. Le monarque répondit avec un silence glaçant concernant la lettre non ouverte. Il informa son fils qu'elle ne serait acceptée que par les voies officielles et institutionnelles. Les mots intimes de Harry à son père devraient transiter par un système opaque et impersonnel. Abattu, Harry finit par révéler le nom de l'intermédiaire dans une déclaration enregistrée. Un agent de sécurité s'avança et ouvrit la lourde porte en chêne pour son départ. Harry franchit le seuil et la lourde serrure se verrouilla derrière lui. William resta debout dans la pièce sans dire au revoir. Plus tard dans la soirée, Charles remarqua la lettre pliée, posée sur la table. Harry l'avait oubliée.
malgré le refus catégorique du roi de l'accepter de manière informelle. La réponse officielle avait déjà été transmise plus tôt dans l'après-midi. Mais ce bout de papier abandonné imposait une ultime et douloureuse épreuve personnelle à Charles. Serait-il capable de dissocier la douleur d'un père en deuil de son devoir de roi bien après le départ des secrétaires particuliers et des gardes du corps? Charles rentra. Pour la première fois de la journée, aucun courtisan n'était là pour veiller à la communication. Il appela William à le rejoindre dans le calme de la nuit. Avant de rompre le sceau, Charles exposa clairement ses conditions à son héritier. La lecture de cette lettre ne modifierait en rien les décisions relatives à l'accès. Il s'agissait d'un acte purement personnel, sans lien avec la sanction officielle déjà infligée. Charles commença à lire à voix haute les mots crus de son plus jeune fils dans la pénombre. Harry admit avoir usurpé le titre de William, car il se sentait totalement marginalisé. Il était persuadé qu'une requête signée de son nom serait interceptée et détruite. Ces mots révélaient le désespoir profond et terrifiant qui se cachait derrière la falsification. Il se sentait si impuissant que seule une autorité usurpée pouvait les contraindre à l'écouter. William sentit la colère familière le submerger à nouveau, teintée d'une prise de conscience glaçante. Il était profondément troublé qu'Harry croit sincèrement ne plus avoir voix au chapitre. William déclara qu'un désespoir immense pouvait expliquer cette décision, mais ne l'excusait en aucun cas. Son titre sacré avait été utilisé comme un outil de cambrioleur pour contourner la sécurité. Une souffrance psychologique personnelle ne pouvait effacer, comme par magie, une violation aussi grave du protocole d'État. Charles confia alors une vérité douloureuse à son fils aîné au sujet des communications secrètes. Il admit que la conservation clandestine de ces courriels avait peut-être involontairement alimenté cette conviction chez Harry. Dans sa volonté de préserver leur lien, il enseigna à son fils que les règles pouvaient être contournées. Le dernier paragraphe de la lettre révéla une vérité déchirante quant à ses motivations. Harry ne sollicitait ni un retour à la vie publique, ni un patronage militaire. Il implorait simplement une rencontre privée et confidentielle avec Charles et William. Il souhaitait être traité comme un fils et un frère, et non comme un prétendant hostile. William accueillit sa requête avec émotion et posa sa condition finale et non négociable pour l'avenir. Une telle rencontre n'aurait lieu qu'après que Harry ait accepté les conditions par écrit dans un document juridiquement contraignant. Il devait jurer de ne plus jamais manipuler le langage du palais, ni instrumentaliser les promesses familiales. Charles plia lentement la lettre et la glissa dans un tiroir discret de son bureau. À l'aube, à Windsor, on avait dissocié sa plaidoirie de son acte. Mais hors des murs du château, le monde se préparait déjà à prononcer un verdict impitoyable. Les conséquences de la rupture du pacte de Windsor furent divulguées au public avant même le matin. Un document falsifié et un titre usurpé ont rapidement déclenché un débat national féroce. L'opinion publique s'est immédiatement divisée face à cette incroyable faille de sécurité royale. Certains voyaient en Harry une figure tragique poussée à l'extrême par une institution insensible. D'autres considéraient ces actes comme une tentative impardonnable d'usurper l'autorité souveraine. L'affaire a pris une tournure dramatique lorsqu'une une de journal accablante a scellé la rupture familiale. Buckingham Palace a été contraint de publier un communiqué de presse bref et d'une précision chirurgicale.
Le communiqué confirmait le rejet d'une demande d'accès non autorisée utilisant le nom du prince William. Son utilisation sans autorisation explicite constituait une atteinte directe à l'autorité constitutionnelle. Le communiqué précisait que les procédures de sécurité interne de la famille royale avaient été immédiatement renforcées. Il s'abstenait d'accuser ouvertement le duc de Sussex d'un crime. Cependant, chaque mot soigneusement choisi soulignait que le prince William n'avait rien à prouver. Le roi Charles suivit les émissions télévisées du matin dans un silence glacial. Le public britannique observait un souverain défendre la discipline de fer de l'institution. Il ignorait tout du père endeuillé qui avait caché la lettre. Guillaume éprouvait un soulagement opérationnel, mais la victoire lui semblait profondément amère et vaine. Il était contraint d'assister à la réduction de sa relation avec son père à un combat public digne des gladiateurs. Chaque titre à sensation lui rappelait douloureusement la destruction totale. Un grand quotidien fit sa une avec ces mots en gras « Pas en mon nom ». Un historien renommé a résumé la crise par une phrase qui a immédiatement fait le tour du web. Il a affirmé que Harry n'avait pas seulement frappé à la porte, mais qu'il était arrivé avec la clé de William. Charles a catégoriquement refusé les demandes des traditionalistes qui réclamaient une condamnation publique plus sévère. Il protégerait le titre de William, mais ne permettrait pas que l'institution humilie davantage Harry. Agissant en tant que souverain, Charles a émis une décision formelle confirmant l'invalidité de l'autorisation. Il a établi que Harry perdrait définitivement le droit de s'exprimer par procuration. Sous la lourde décision officielle, le roi glissa un simple mot manuscrit. Charles y écrivait que le lien affectif entre le père et l'enfant n'était pas rompu. Il promettait qu'une conversation privée pourrait encore avoir lieu à condition qu'Harry accepte explicitement les conditions institutionnelles. Quelques jours plus tard, Harry répondit par un accusé de réception écrit et signé transmis par les voies officielles. Il y reconnaissait explicitement avoir agi sans l'accord de William. Il promit formellement de ne plus jamais utiliser ce titre ni exploiter la correspondance privée. Cette reconnaissance unique mit fin aux différends institutionnels concernant les responsabilités. Charles approuva officiellement les conséquences définitives et radicales de la faille de sécurité. L'intermédiaire indélicat fut banni à vie de tout système de communication royale. À des milliers de kilomètres de là, Harry comprit enfin la cruelle dichotomie. Il n'avait pas été renié en tant que fils, mais il avait perdu le droit d'être prince.